Dommage. Rien à foutre. C'est pas moi qui me suis Ah. Une grande déclaration. Président, là, c'est un petit mot. S'il vous plaît, un petit mot. Non mais moi c'est Sur le con que ça tombe. le seul qui ose pas vous dire fuck, non, c'est moi qui prends, voilà. Non, Donc, hein, Tous les autres, c'est incroyable. what is this? C'est vous qui posez les questions? Je veux bien commencer. Je pense qu'il était discuté devant le CA de la réforme de la Ligue des Champions qui a l'air d'alarmer le football français. Non, je pense qu'il y a en fait une analyse à faire. Il faut que les gens qui en parlent connaissent le contenu et puis les modalités de comment ça se passe. Donc il y a un certain nombre d'interrogations. Il y a une assemblée générale des clubs européens lundi et mardi à Genève. Nous serons un certain nombre de clubs présents pour en parler. Donc on a conseillé à ceux qui se posaient des questions de venir avec nous à Genève pour pouvoir exprimer leur point de vue. Et puis si ces points de vue sont importants et compréhensifs, ils seront sûrement écoutés. Voilà. Les 4 premières places à l'indice UEFA, elles sont quasiment garanties pour les 4 grands championnats. La France est reléguée loin derrière, a beaucoup de mal à y accéder. Est-ce que ça ne relègue pas la France en 2e division européenne? Moi personnellement, je pense qu'on a failli être relégué en national parce que la création d'une Super League privée aurait indubitablement mis tous les grands clubs qui sont, sauf le PSG, pas français, qui ne sont pas français sauf le PSG, en Super League, et ceci aurait contribué à abaisser de manière considérable les revenus des clubs européens, quels qu'ils soient. Donc l'UEFA a proposé une réforme qui a pour objectif de rééquilibrer à terme. On a 2 ans effectivement pour essayer d'être dans les 4 grands championnats européens, et puis surtout en entrant comme je le fais dans les commissions avec un certain nombre d'autres représentants, au niveau du détail, des modalités de mise en œuvre, puisque c'est pour 2018 cette réforme, eh bien d'amender un certain nombre de choses et d'essayer de progresser. Maintenant, vous savez, quand on avait 2 places avant, garanties en Champions League, plus une équipe qui faisait 2 tours, dont le dernier tour dans la voie d'accès des champions contre les 4 grands championnats. On se retrouve aujourd'hui avec 2 tours, mais sans passer par les grands championnats. Donc aujourd'hui, sur le plan Access List, la proposition qui a été faite à périmètre constant est moins difficile pour la France qu'avant. Donc on ne peut pas dire qu'on est pénalisé. Deuxièmement, comme les revenus sont infiniment supérieurs, 44% d'augmentation des revenus européens sur cette hypothèse, bon, ceux qui auront la chance d'être évidemment dans ces 2+1, plus les clubs en Europa League, vont gagner beaucoup plus d'argent. Donc voilà, donc c'est une position qui est une position certes difficile parce que ça suppose d'être performant. C'est vrai qu'en France, on a une situation particulière parce que dans les 2 places de Champions League, il y en a une qui est quasiment attribuée au PSG. Donc c'est vrai que pour le 2e ou le 3e, c'est aussi dur que d'être premier par ailleurs. Mais donc voilà, moi je pense que c'est une réforme qui peut être améliorée sûrement, mais qui n'a pas de caractère de révolte ou de révolution comme ça a été dit. Le président s'était accueilli assez fraîchement apparemment par les autres présidents de Ligue 1. Comment ça s'est passé cette réunion de la première ligue? Bon, ça s'est bien passé. Voilà, bon, on a fait et la réunion du conseil d'administration avant, avec la présentation de Didier Quillot, qui a fait une présentation exhaustive des décisions qui ont été communiquées par l'UEFA. Puis à nouveau la même en première ligue avec tous les présidents qui étaient là aujourd'hui. Bon, on n'était pas si nombreux que ça, mais bon, il y avait quand même une bonne représentation. Voilà, donc il y a eu des échanges, mais je pense que quand les gens connaissent mieux le contenu, déjà il y a une meilleure compréhension. Voilà, bon, si on avait un indice bien meilleur, c'est vrai que ce serait plus facile de rattraper la 4e place, qui peut être quand même un objectif. Oui. Moi je reste confiant parce que le football français a beaucoup évolué ces derniers temps. On a 9-10 stades qui sont des stades de grande dimension, qui ont été refaits pour l'Euro 2016. On a des clubs qui investissent, on a des investisseurs étrangers qui commencent à venir, quelquefois de manière minoritaire, quelquefois de manière majoritaire dans ces clubs-là. Donc on a la capacité
à évoluer le niveau du championnat français. C'est comme ça qu'on trouvera notre voie en termes de rémunération, en termes de participation à l'intérieur de l'UEFA. Venir demander des compensations après les décisions de l'UEFA, est-ce que c'est pas arrivé après la bataille? Parce que vous n'avez pas l'habitude, vous, d'arriver après la bataille, Jean-Michel, quand même. Ouais, non, mais bon, ceci étant, comme on l'a expliqué, c'est une décision qui a été prise au niveau des instances de l'UEFA en relation avec l'organisme qui s'occupe de ça, qui est le CCC, qui a discuté avec une délégation de l'ECA. Ce qu'a obtenu l'ECA, bon, les deux représentants étaient Andrea Agnelli et Kalle Rummenigge, qui est le président du board, auquel je participe d'ailleurs, ont obtenu, je pense, beaucoup de choses, en particulier la création d'une société de gestion des compétitions à 50-50, 50% UEFA, 50% ECA. Et donc c'est par ce biais-là, je pense, que les modalités d'application de ce qui a été décidé peuvent être amendées. À nous de pouvoir exister dans les commissions et de pouvoir amender. Le football français, les présidents de club, le directeur général de ligue ont expliqué qu'ils ont découvert ça la veille. Vous, Oui, c'était pas votre cas. Si, tout à fait. J'étais en bord de l'ECA le jeudi matin, de bonne heure. Bon, avant, j'avais une réunion avec Kalle Rummenigge et Nasser pour essayer justement de le faire rentrer aussi au bord de l'ECA. Et donc on a eu après le board de l'ECA jeudi matin qui a approuvé ce qui nous a été présenté. Donc, et ce n'est pas uniquement des grands clubs puisque les 4 catégories de clubs rouge, vert, bleu, jaune étaient représentées, donc y compris les clubs moyens ou les petits clubs. Et la décision a été prise à l'unanimité. Il y a eu après un COMEX qui a discuté de cette décision, qui a été aussi approuvée dans l'instance de réflexion et l'UEFA l'a approuvée sur les principes. Ils ont décidé de créer une commission dans laquelle, je vous l'ai dit, en 2017, les modalités d'application vont être discutées, donc avec des représentants des clubs. Et donc voilà, moi je pense qu'il y a effectivement des marges de manœuvre dans la pratique. Bien sûr que les grandes décisions sont prises, mais dans les modalités d'application, il y a de la marge, puisque c'est pour 2018 et on n'est qu'au milieu de 2016. Quelle marge de manœuvre, Jean-Michel, précisément Il y en a plein, non, mais il y en a plein. Bon, faut connaître parfaitement, je dirais, les sujets, mais vous avez évidemment dans les listes d'accès des possibilités de modification. Vous avez dans les durées de calcul du nouvel indice de performance, puisque l'objectif était aussi de récupérer un certain nombre de fonds qui étaient donnés par le market pool aux grandes nations, en particulier l'Angleterre, qui a accepté de se répartir en fait complètement au travers d'un indice qui est un indice sur 10 ans. Bon, voilà, il y a plein de possibilités d'action. Maintenant, vous savez, le COMEX de l'UEFA, le comité directeur, ce sont des élus des fédérations. Donc l'élu de la fédération aujourd'hui est Florence Ardouin. Donc c'est elle qui participe aux décisions véritablement de l'UEFA. C'est malheureusement pas ni la Ligue, ni si le CA a un gros pouvoir au travers de la position. Elle a voté favorablement pour cette réforme. Écoutez, il faut lui demander, moi je ne suis pas présent. Et vous, en tant que membre du board, Jean-Michel, vous n'avez pas pesé en amont sur les discussions sur le projet Au niveau de l'ECA, non, puisque je vous dis, on a été alerté jeudi matin et donc il n'y a pas eu de discussion. Bon, moi, vous savez, j'ai un sujet que j'assume et on me donne beaucoup de délégation de pouvoir, c'est le sujet du Financial Fair Play. C'est la raison pour laquelle je vais terminer mon mandat à l'ECA et faire en sorte de corriger aussi un certain nombre de choses qui me paraissent avoir été détournées depuis la vacance du président Michel Platini. Dans le domaine du fair play ? Du fair play financier, ouais. 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 Et donc voilà, bon après, je vous l'ai dit, les compétitions ont été évoquées. Maintenant, il faut être aussi conscient que la ligue privée tourne autour de l'UEFA et que bon, quand vous êtes attaqué, vous essayez de trouver des solutions qui sont des compromis pour que tout le monde y trouve son compte. Donc, cette réforme, ça vous inquiète pas un peu ? Comment ? Cette réforme, justement, ça vous inquiète pas un peu qu'on se dirige vers cette fameuse ligue privée qui est un peu un serpent de mer Non, justement, c'est pour s'opposer à cette ligue privée que des décisions ont été prises à l'intérieur de l'UEFA. Après, je vous dis, c'est un sujet très complexe. Moi, je trouve que c'est un compromis qui est important, puisqu'encore une fois, il va permettre
de passer de 2,4 milliards de revenus des 2 Coupes d'Europe à 3,2 milliards, c'est plus 44%. Moi j'aimerais bien que nos droits télé en France progressent de 44% tous les trimestres. Donc voilà, je pense que bon, bien sûr qu'il vaut mieux être italien aujourd'hui. Peut-être que Monaco va opter pour le championnat italien, mais c'est pas non plus la catastrophe. Ceux qui sont vraiment mécontents sont plutôt les Suisses, qui eux perdent l'access list complètement, alors que nous, encore une fois, on maintient en étant à la 6e place les 2 qualifiés directs, plus 1 qui ne va jamais jouer contre les 4 premières nations. Donc c'est pas terrible, mais il n'y a pas lieu non plus de penser que c'est une révolution. Et certains de vos collègues vous accusaient à vous couvert d'avoir fait de la réduction d'informations sur ce sujet. Ouais, mais ils n'étaient pas informés. Malheureusement, ça se passe pas comme ça. Et vous savez, des fois, on prête qu'aux riches. On croit que je suis informé de tout, alors qu'en fait, je suis très pauvre et très provincial. Monsieur Aulas, Donc pas informé. Monsieur Aulas, comment vous accueillez le changement d'actionnaire à l'Olympique de Marseille avec l'arrivée de Monsieur McCourt? Vous avez des questions très intéressantes aujourd'hui. Merci Patrick. Non, c'est une bonne chose dans l'absolu. C'est-à-dire que faire en sorte qu'un grand industriel américain accepte de venir reprendre l'actionnariat qui était détenu par la famille Robert Louis Dreyfus, c'est un point qui est positif. Ça veut dire que des Américains ne s'intéressent pas uniquement au championnat anglais, ou italien avec la Roma, mais aussi au championnat français. Donc c'est le point très positif. Après, je connais ni les conditions de l'accord, donc je ne sais pas exactement comment ça a été négocié, ni exactement le projet qui permet à cet accord de vivre. Parce que une chose, c'est de reprendre la participation de Margarita Louis Dreyfus. Après, une deuxième chose, c'est d'avoir un projet sur 10 ans qui permette à Marseille d'être ce qu'il a toujours été, c'est-à-dire dans les 3-4 premiers clubs français, avec justement cette vocation européenne qui peut nous permettre de rattraper les Italiens, comme on l'a vu tout à l'heure. Mais moi, je ne connais pas du tout le projet. Je trouve que c'est une chance que ça soit un grand spécialiste du sport qui est repris. Voilà, après, à lui de faire le travail et de le faire connaître. Voilà. Merci beaucoup. Merci, monsieur.